et bienvenue. On va parler d'un sujet qui, on le sait, peut vraiment être une source de stress. L'argent. On a souvent cette impression d'être face à une montagne, avec une liste de trucs à faire longue comme le bras. Et ça peut vite paralyser. L'idée aujourd'hui, c'est pas d'ajouter à cette pression. Pas du tout. Au contraire, on va prendre le temps de se pencher sur une seule notion. Une notion qui est peut-être la clé de la tranquillité d'esprit financière. Le fonds d'urgence. Notre mission, c'est de déconstruire ça ensemble, de comprendre pourquoi c'est si important et surtout comment on peut se l'approprier pour se sentir plus serein, plus en contrôle. Pour ça, on va s'appuyer sur pas mal de sources, des guides très pratiques comme celui du Consumer Financial Protection Bureau, des stats assez éclairantes de Bankrate et même des recherches universitaires sur la psychologie de l'épargne. Alors, pour commencer, par la base. Les FPB le définissent comme une somme d'argent. Une somme d'argent liquide mise de côté pour une seule et unique raison, les imprévus. Les coups durs, quoi. Voilà, les vrais coups durs. La voiture qui tombe en panne, une facture médicale qui sort de nulle part, ou une perte de revenus. C'est une distinction importante. Ça veut dire que c'est pas la cagnotte pour les prochaines vacances. Exactement. C'est un point crucial que plusieurs sources soulignent. Elles font une différence très nette entre le fonds d'urgence et ce qu'on pourrait appeler une réserve de trésorerie. D'accord. Le fonds d'urgence, c'est pour les besoins, les trucs non négociables qui vous tombent dessus. La réserve de trésorerie, elle, peut être là pour saisir des opportunités. Un voyage, un projet. Oui, un voyage de dernière minute, une belle occasion d'investissement. Le fonds d'urgence, c'est vraiment votre bouclier. C'est ce qui empêche un simple problème de se transformer en crise financière. On sent bien qu'il y a plus que les chiffres. La dimension psychologique a l'air énorme. Elle est au cœur du sujet. Il y a une recherche de Vanguard qui est absolument fascinante là-dessus. Elle montre que ne pas avoir de fonds d'urgence, c'est un facteur de stress majeur. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Les personnes qui ont zéro épargne de précaution passent en moyenne 7,3 heures par semaine à s'inquiéter pour leurs finances. Attendez, 7,3 heures, Par semaine. c'est presque une journée de travail complet. Juste angoissé. C'est dingue. C'est une charge mentale colossale. Et le plus frappant, c'est quand on compare. Pour les personnes qui ont ne serait-ce que 2000 $ de côté, ce temps d'inquiétude tombe à 3,7 heures. On divise quasiment le stress par deux. Waouh, Et ça ne s'arrête pas là, ce stress, il nous suit au travail. j'imagine. C'est difficile de se concentrer sur un dossier quand on se demande comment on va payer la prochaine facture. C'est exactement ça. La même étude montre que les travailleurs sans épargne sont distraits 6,1 heures par semaine au boulot. Et pour les autres, C'est seulement 1,5 heure. En fait, ce fonds d'urgence, il n'achète pas que la sécurité, il achète de la bande passante mentale, de la concentration. ils libèrent de l'espace dans la tête. Voilà. Et ça va même plus loin. Une autre étude révèle que les personnes qui perdent leur emploi sont 4 fois plus susceptibles de souffrir de dépression si elles n'ont pas de réserve. C'est un facteur de résilience psychologique en fait. Absolument. Et il y a un chiffre qui, pour moi, change toute la perspective. Les chercheurs ont mesuré le bien-être financier. Et ils ont découvert que le simple fait d'avoir 2000 $ de côté est associé à une augmentation de 21% de ce bien-être. D'accord. Et pour donner une idée, cet effet est comparable à celui que ressentirait une personne qui possède plus d'1 million de dollars d'actifs financiers. Pardon, c'est fou. Ça veut dire que le sentiment de sécurité, il n'est pas du tout proportionnel à la somme. C'est le fait d'avoir un filet, même petit, qui apporte une tranquillité d'esprit démesurée. C'est exactement ça. La valeur psychologique est bien plus grande que la valeur nominale de l'argent. Bon, ça donne une motivation incroyable pour s'y mettre. Mais justement, on se heurte souvent à cette fameuse règle qu'on entend partout. Il faut avoir 3 à 6 mois de dépenses de côté. Ça peut paraître une montagne. D'où est-ce que ça sort au juste? C'est vraiment pertinent pour tout le monde? Excellente question. On répète cette règle comme un mantra sans savoir d'où elle vient. Les recherches, comme un article sur l'architecture de la résilience financière, nous disent qu'elle n'a rien d'une loi scientifique. En fait, elle a émergé dans les années 80-90 et elle est inspirée de ratios de comptabilité d'entreprise. On l'a juste transposée aux finances des ménages. Ah, donc cette règle qu'on nous martèle, c'est une sorte de mythe moderne en fait. Disons que c'est une balise, un point de repère. À l'époque, c'était souvent lié à la durée moyenne pour retrouver un emploi. Mais le point important, c'est que ça n'a jamais été prouvé comme étant la solution optimale pour chaque individu. C'est un bon point de départ, mais il faut absolument le personnaliser. Et comment on fait alors pour trouver le bon chiffre pour sa propre situation? C'est là que ça devient plus intéressant. On sort du one size fits all pour aller vers une approche plus nuancée.
Certaines sources appellent ça la règle du 3-6-9. D'accord. 3, 6, 9. Alors, prenons le premier palier. Pour qui serait l'objectif de 3 mois? L'objectif de 3 mois, c'est souvent une bonne cible pour une personne avec un profil de risque assez bas. Imaginez un jeune développeur en CDI, locataire, sans enfant, son revenu est stable, ses charges font fixe. Et il a peut-être un bon réseau autour de lui en cas de pépin. Voilà, sa flexibilité est plus grande. Logique. Et le palier de 6 mois, le plus connu, il s'adresse à qui? Là, on pense à un ménage avec plus de responsabilités. Un couple propriétaire de sa maison, avec un ou deux enfants, Ok. ou même un couple avec deux salaires stables. Le prix immobilier, les frais liés aux enfants, les enjeux sont plus importants. La perte d'un des deux revenus aurait un impact bien plus lourd. Donc il faut un coussin plus grand. Oui, le coussin de 6 mois offre une sécurité plus adaptée à cette réalité. D'accord. Et donc le palier de 9, voire 12 mois, là c'est pour des situations encore plus spécifiques. Exactement. On pense ici à tous ceux dont les revenus sont variables. Les freelances, les indépendants, les entrepreneurs. Les commerciaux payés à la commission, ce genre de profil? C'est ça. Prenez une graphiste freelance. Ses contrats peuvent varier énormément d'un mois à l'autre. Elle a besoin d'un matelas beaucoup plus épais pour naviguer entre les missions. C'est beaucoup plus clair comme ça dédramatise l'objectif en le rendant plus personnel. Bon, ça c'est la théorie, mais j'imagine que la réalité, elle est un peu moins rose. Elle est même assez inquiétante pour être honnête. Le rapport annuel de Bankrate qui fait référence est sans appel. En 2026, près d'un quart des Américains, 24%, n'ont aucune épargne d'urgence. Rien. Un quart. Mais c'est vertigineux. Ça veut dire que pour des millions de gens, le moindre grain de sable, une machine à laver qui lâche, et c'est la catastrophe. C'est exactement cette fragilité. Moins de la moitié des Américains, seulement 47%, pourraient couvrir une dépense de 1 000 $ sans s'endetter. Et la tendance, elle est à l'amélioration? Malheureusement, non. On observe une érosion lente. Des données de la Réserve fédérale montrent que la part des ménages capables de couvrir 3 mois de dépenses est passée de 53% en 2021 à 46% en 2024. Ah oui, quand même. Certains analystes parlent de la lutte de la classe moyenne. L'inflation et la stagnation des salaires grignotent la capacité d'épargne. Et est-ce qu'on voit des différences entre les générations? Oui, elles sont très marquées. Les baby-boomers s'en sortent le mieux. 72% d'entre eux ont ce fameux matelas de 3 mois. Et les plus jeunes? Le contraste avec la génération Z est saisissant. Ils ne sont que 36%. La moitié. Pourquoi un tel écart? Ils arrivent sur le marché du travail avec les dettes d'études, des coûts de logement qui ont explosé. C'est un vrai défi de mettre de côté. Et il y a un autre chiffre de Bankrate qui est peut-être le plus alarmant de tous. En 2025, un tiers des Américains avaient plus de dettes de carte de crédit que d'épargne d'urgence. Le monde à l'envers. Le filet de sécurité est en fait un filet de dette. C'est précisément le cycle qu'un fonds d'urgence est censé briser. D'accord. Alors, pour ceux qui veulent briser ce cycle, passons aux pratiques. Une fois qu'on a décidé de construire ce fonds, où est-ce qu'on met cet argent? Sur ce point, toutes les sources sont d'accord. Il y a 3 critères. L'argent doit être en sécurité, il doit être liquide, donc accessible rapidement, Et pas sur le compte courant. et sur un compte distinct. C'est plus psychologique pour éviter la tentation de piocher dedans. L'option la plus recommandée, c'est un compte d'épargne à haut rendement. Mais c'est là qu'il y a un débat, non? C'est frustrant de voir cet argent dormir sur un compte qui rapporte presque rien. On a l'impression de perdre de l'argent. C'est le cœur du débat sur le coût d'opportunité. Et c'est une question légitime. Une étude du Journal of Financial Planning a même modélisé ça. Elle suggère que, d'un point de vue purement mathématique, sur le très long terme, une stratégie 100% cash n'est pas toujours celle qui maximise le patrimoine. C'est contre-intuitif. Pourtant, la plupart des conseillers insistent sur le cash. Pourquoi? À cause d'un concept fondamental, le risque de corrélation. C'est le risque que plusieurs mauvaises choses arrivent en même temps. Le pire scénario possible? Imaginez, vous perdez votre emploi pendant un crash boursier comme en 2008. Si votre fonds d'urgence est en action, vous seriez forcé de vendre à perte pour payer votre loyer. La double peine. Exactement. Le cash, même s'il ne rapporte rien, a une qualité unique. Sa valeur ne s'effondre pas quand tout le reste s'effondre. Pour la grande majorité des gens, le cash reste roi pour cette fonction précise. D'accord, la sécurité du cash est primordiale. Mais ça m'amène à un autre dilemme. Si on a, disons, 500 € de plus ce mois-ci et une dette de carte de crédit à 20%, la logique voudrait qu'on s'attaque à la dette. Comment on gère ça? Vous mettez le doigt sur le plus grand casse-tête de la finance personnelle. La réponse, c'est pas l'un ou l'autre, c'est une question de séquençage.
Il y a un modèle populaire qu'on appelle l'ordre des opérations financières, qui propose une approche en plusieurs temps. Alors, quel est cet ordre? Étape 1, se concentrer sur la constitution d'un mini fonds d'urgence. L'objectif, c'est pas d'atteindre 6 mois tout de suite. Juste un petit quelque chose. Le remboursement agressif des dettes à taux d'intérêt élevé. On s'attaque au plus coûteux. Voilà, les cartes de crédit, les crédits conso. Et une fois que ces dettes toxiques sont éliminées, on passe à l'étape 3. On revient à notre fonds d'urgence pour le faire grossir, cette fois jusqu'à l'objectif final, de 3, 6 ou 9 mois. Ah, c'est malin. L'idée, c'est d'éviter de devoir s'endetter à nouveau pour une petite urgence alors qu'on est en plein effort de remboursement. C'est une façon de gérer à la fois le risque immédiat et le coût financier à long terme. Finalement, en parcourant toutes ces sources, ce qui me marque le plus, c'est que la discussion est à peine mathématique. Elle est profondément humaine. C'est le message central. Je repense à cette étude de Vanguard. Le fait d'avoir seulement 2000 $ de côté procure un sentiment de bien-être aussi puissant que celui d'avoir plus d'1 million. Ça change tout. Le but n'est pas juste de se préparer à une catastrophe qui n'arrivera peut-être jamais. Non, C'est d'améliorer sa qualité de vie, ici et maintenant, en se libérant d'un poids mental. on achète de la tranquillité d'esprit au quotidien. Et si la vraie valeur de ce fonds ne se mesurait pas aux crises qu'il nous aide à traverser, Mhm. Mais à la liberté d'esprit qu'il nous offre chaque jour où il ne se passe rien. L'objectif n'est pas seulement de construire une architecture de la résilience, mais peut-être, avant tout, une architecture de la liberté.